Les guerres dans le monde, qui sont les auteurs et quels sont les facteurs communs des pays victimes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Regard sur la géopolitique, votre rendez-vous d'analyse géopolitique. Le monde semble aujourd'hui plongé dans une instabilité permanente. Gaza, Soudan, Sahel, Yémen, Myanmar et bien d'autres. Les conflits se multiplient, se prolongent et se complexifient. Une question s'impose. Les guerres sont-elles le fruit du hasard ou obéissent-elles à des logiques bien précises? Qui sont réellement les auteurs de ces guerres? Et surtout, pourquoi certains pays semblent-ils plus souvent victimes que d'autres? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Cephas Ngakana, expert en géopolitique. Bonsoir et merci d'être avec nous, M. Cephas Ngakana. Bonsoir, M. Eli, et tout le plaisir est le mien. Comment vous allez ce matin? Oui, je vais bien. Et vous? Non, très bien, très bien. C'est l'essentiel. Oui. Alors, dites-moi, M. Cephas Ngakana, quand on parle de guerre aujourd'hui, qui en sont les véritables auteurs? Alors, je tiens à vous remercier pour m'avoir accordé la parole et pour cette invitation. Parce que parler des guerres, dans le cadre de la géopolitique, c'est quand même un thème très particulier, très important. Oui. Parce que très souvent, les populations dans le monde sont soumises à la guerre, sont exposées à la guerre, et chacun de son côté essaie de dire que ce n'est pas une bonne chose. Ouais. Mais hélas, on le vit. Et donc, vous me demandiez qui sont les réels auteurs. Oui, les véritables. Les véritables auteurs, à mon avis, il y en a plusieurs et à plusieurs échelles. D'abord, il faut commencer par pointer du doigt le monde entier, la communauté internationale, parce que depuis la Première Guerre mondiale, bien avant déjà il y avait des guerres, on le sait tous, mais après, quand les sociétés se sont modernisées, le monde a choisi de créer la SDN, par exemple. Et on a vu tous que cette organisation avait pour but de structurer le monde pour ne pas subir les guerres d'autrefois. Et malheureusement, cette société va encore faillir pour nous emmener à la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'ONU, que l'on a espéré qu'à travers lui, on aurait une paix véritable dans le monde. Mais après juste la Seconde Guerre mondiale, on a vu plusieurs guerres d'ailleurs, au Kosovo, la guerre au Yémen, comme vous l'avez dit, la guerre partout dans le monde, il y a des guerres. Donc, s'il faut dire qui est réellement l'auteur, on dira que la communauté internationale a une bonne part de responsabilité. Et d'ailleurs, je vous rappelle les faits historiques. Thomas Sankara, lors d'un de ses discours à la communauté internationale, il critiquait justement l'aspect, donc la réaction internationale. Et il disait « abat la réaction internationale ». Et à l'époque, il semblait fou, mais justement, la réaction internationale est à abattre, parce que la réaction internationale est cette réaction-là qui favorise les guerres dans le monde. Et donc, il y a la part de la communauté internationale, il y a aussi les États, parce qu'entre États, on le voit bien que chacun veut son intérêt, et à mesure que chacun veut son intérêt, on se retrouve dans une situation où on voit des guerres, justement des guerres liées aux ressources. En RDC, par exemple, à l'est de la RDC, on voit des guerres qui n'ont pas vraiment de bien fondé. C'est juste par désir d'expansion, des désirs comme ça que les guerres se font. Maintenant, j'ai une autre question. Peut-on dire que certaines puissances ne font plus la guerre directement? Oui, justement. Et je voulais même en venir. Certaines puissances, pour ne pas dire toutes les grandes puissances, aujourd'hui ne font plus des guerres directement. Ils passent toujours par des boucs émissaires. Et donc, un exemple concret, la situation de la guerre de Corée, où la Corée, jusqu'en 1950,
est un État uni. Mais après, avec la situation des deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, chacun veut inciter la division dans le pays. Et on a vu l'URSS inciter les Coréens à se rebeller, les États-Unis de l'autre côté, et après, c'est en 1953 qu'on se retrouve avec une Corée divisée jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment déplorable. Déplorable, déplorable, une Corée divisée jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Cephas, dites-moi, quand on observe la carte des conflits, on remarque qu'il touche souvent les mêmes régions. Justement. Mais quels sont les points communs entre les pays victimes de guerre? Alors, vous parlez justement de cette carte. Effectivement, depuis toujours, on constate que les guerres touchent essentiellement des zones déjà connues. On a le Moyen-Orient, le Proche-Orient, on a l'Afrique, et on a une petite partie de l'Europe qui, depuis toujours, est confrontée à des tensions, des guerres incessables. Donc, s'il faut dire des points communs, déjà il y en a, puisque on remarque que les guerres touchent que ces zones-là plutôt que d'autres. Ça veut dire qu'il y a un point commun. Et s'il faut réellement rentrer dans le vif du sujet, et d'après ce que j'ai pu réunir comme information, moi je trouve que les points communs, justement, c'est la richesse naturelle. On a premièrement le pétrole, qui est une cause très importante des guerres dans le monde, parce que tous les pays qui ont connu des guerres ont toujours eu une ressource pétrolière, et souvent des ressources pétrolières très importantes. On a l'Afrique qui a une bonne richesse pétrolière. On a la RDC par exemple. On a le Moyen-Orient qui est riche pétrolièrement, et donc c'est l'une des causes principales des guerres. Mais après, je ne vous dis pas, il y a aussi la situation géographique. Une situation géographique très importante et peut susciter justement le désir des grandes puissances et vous mettre en danger. Donc c'est le paradoxe de la situation géographique ou de la richesse qui devient une malédiction pour les propriétaires. Maintenant, Monsieur Cephas, donc, quand vous parlez de la richesse, donc, on peut dire que être riche en ressources peut finalement devenir une faiblesse plutôt qu'un atout. Oui, justement, être riche dans le monde actuel peut être perçu comme une malédiction. Une malédiction parce que quand on est riche, on est exposé. Dans le monde actuel où l'intérêt prime, où les sociétés priment, si j'ai besoin de tes terres, à ce moment-là, le rapport de force, s'il est de mon côté, je viens t'annexer. Et c'est même la situation qui se passe actuellement, juste au début de l'année, avec le Groenland et les propos de M. Trump, qui justement prime le fait que pour des sécurités nationales, pour une question de sécurité nationale, le Groenland doit appartenir aux États-Unis. Et justement, si on essaie de voir la carte du monde actuel, le Groenland se trouve au pôle Nord et c'est un territoire qui jusque-là n'est pas encore tellement reconnu, qui appartient au Danemark d'ailleurs, mais qui se trouve entre l'Alaska, donc la partie nord des États-Unis, et l'URSS. Donc si aujourd'hui ce territoire appartient aux États-Unis, l'URSS avec ses missiles intercontinentaux ne peut plus donc toucher les États-Unis parce que ces missiles doivent passer au-dessus du Groenland. Et donc c'est une position stratégique qui pousse d'ailleurs Donald Trump à vouloir annexer ce territoire. Merci, Monsieur Cephas. Le Groenland que nous parlerons dans notre prochaine émission. Et donc, continuons, Monsieur Cephas. Certains conflits sont présentés comme locaux, ethniques ou religieux. Mais derrière tout ça, n'y a-t-il pas souvent un agenda international caché? Oui, parce que rien dans ce monde ne se fait au hasard. Donc tout est lié. Et si on se jette dans la politique, on se rend compte que tout est lié. Les guerres que nous pouvons qualifier de guerres locales, ou que nous pouvons qualifier de tensions
interethniques sont souvent, malheureusement, alimentés à l'international, oui. alimentés par des groupes armés qui eux-mêmes parfois sont alimentés par les grandes puissances. Aujourd'hui donc on se retrouve dans une situation où les grandes puissances se présentent au monde à la fois donc pompiers et pyromanes. Ils viennent, ils incendient par le biais d'une autre personne. Ils peuvent venir par exemple au Congo, ils disent bon, vous mettez du feu à l'RDC. Et quand le Congo met le feu en RDC, les mêmes viennent encore pour dire que nous, on veut garantir la paix dans le monde et on va se proposer pour anéantir cette crise. Ils viennent pour proposer des solutions. Et donc, ce sont des pompiers pyromanes. Ils créent une situation, ils créent le problème et ils viennent avec la solution. Et donc, cela étant dit, on ne peut pas concevoir une guerre actuellement de local. Tout est lié à l'international. Des guerres liées à l'international. Peut-on dire, M. Cephas, que la guerre est devenue un outil de régulation du système mondial? Dites-moi un peu sur ça, M. Cephas. La guerre, justement, la guerre est devenue, hélas, aujourd'hui, dans le monde actuel, pourtant nous sommes en train d'évoluer. On pouvait se dire que l'époque où les guerres étaient fréquentes pouvait être l'époque où on qualifiait de barbarie. Le temps des conquêtes, les Alexandre le Grand, des choses comme ça. Mais malheureusement, on se rend compte qu'au lieu d'avancer dans l'histoire, nous régressons. Malheureusement. Nous régressons parce que nous avons des gens comme le président des États-Unis, que nous respectons d'ailleurs, qui ose dire en 2026 que lui, il va rendre la gloire des États-Unis, cette gloire qu'ils avaient à l'époque, dans les siècles passés. Et dans ces siècles, on sait tous que cette gloire était obtenue au prix du sang. Bien sûr. Le message caché, c'est que le président est prêt à verser du sang en 2026 au lieu de prioriser les relations internationales ou le respect des droits de l'homme. C'est déplorable. Prioriser le respect des droits internationaux. L'avant-dernière question, M. Cephas. L'Afrique et le Sud global semblent payer le prix fort. Pourquoi ces régions sont-elles les plus touchées, M. Cephas? Pourquoi ces régions? Pourquoi seulement ces régions? Je dirais que la situation, c'est tout simplement la richesse. Comme on venait de le dire d'ailleurs, que la richesse naturelle est une cause importante des guerres dans le monde. Et si on essaie de faire ce rapport, on se rend compte que l'Afrique est un continent béni de Dieu, un continent qui a beaucoup de richesses. On a les ressources minières, on a des ressources forestières, on a des ressources maritimes, fluviales. Donc l'Afrique est tellement riche qu'on ne peut dire tout simplement la cause qui pousse les guerres, donc qui alimente les guerres dans le monde, c'est tout simplement sa richesse. Et on l'a vu dans l'histoire, il y a eu la traite négrière, justement pour la richesse. Il y a eu des guerres incessables, des guerres innombrables en Afrique. Et toutes ces guerres ont toujours eu une question économique. C'est pourquoi, d'ailleurs, un homme instruit disait que la guerre est l'activité économique la plus lucrative. La cause de la guerre, la richesse. La richesse qui ne cesse de causer tant de guerres. Mais, M. Cephas, une toute dernière question avant de conclure avec notre émission d'aujourd'hui. Dites-moi, ces guerres sont-elles inévitables ou que peuvent faire les États victimes finalement devant ces situations? Je n'aimerais pas être fataliste, mais je crains que, au rythme que la géopolitique avance, au rythme que les choses avancent, on ne puisse dire que les guerres sont évitables. Donc, les guerres, à mon avis, sont inévitables. On ne peut pas les éviter. Et pour en éviter, d'ailleurs, pour dissuader les autres
de ne pas vous faire la guerre, il faut se préparer. Ouais. Et c'est ce que le président Ibrahim Traoré disait récemment en 2025, que nous avançons dans une période où nous aurons l'hiver noir. Et à cet hiver noir, les faibles devront disparaître. Donc si les faibles doivent disparaître, on se rend tout de suite compte qu'il faut, à ce moment-là, se préparer. Et il y a un des grands empereurs romains qui disait, une citation d'ailleurs très connue, que si tu veux la paix, tu dois préparer la guerre. Et ce n'est qu'en dissuadant qu'on peut éviter donc, à son territoire d'être frappé par la guerre, mais pas au monde d'être frappé par la guerre, parce que les guerres, elles existeront toujours. Les guerres, elles existeront toujours. Et il faudrait se préparer à ça. Alors, ce que nous retenons ce soir, c'est que les guerres naissent jamais par hasard. Elles sont souvent le résultat de rapports de force, d'intérêts économiques et d'états fragiles, pris au piège d'un système mondial inégal. Merci, M. Cephas Ngakana, pour cet éclairage précieux, M. Cephas Ngakana. Et merci à vous, téléspectateurs et auditeurs, pour votre fidélité. Et donc, on vous dit à la prochaine dans votre émission sur la géopolitique internationale. Merci à vous et à plus. À plus.